Puis-je jouer pour de la nourriture? La voix timide de la fillette de 12 ans résonna dans le hall du Continental Hotel, tranchant les conversations élégantes comme une lame affûtée. Les gens cessèrent de parler et se tournèrent vers la petite fille noire qui avait osé interrompre la soirée caritative la plus exclusive de la ville. Amelia Washington se tenait à l'entrée de la grande salle, ses grands yeux pleins d'espoir fixés sur le piano à queue Steinway qui brillait sous les lustres de cristal. Ses vêtements simples et un peu trop larges contrastaient violemment avec les robes de créateur et les costumes sur mesure qui l'entouraient. Elle serrait contre sa poitrine un sac à dos usé comme un bouclier protecteur. « Comment cette gamine est-elle entrée ici ?» murmura une femme aux cheveux platines, crispant son verre de champagne. « Où est la sécurité ?» L'événement était un gala destiné à récolter des fonds pour les jeunes défavorisés. Une ironie qu'Amelia n'avait pas manqué de remarquer, elle qui avait passé la dernière semaine à dormir dans différents foyers. Elle avait entendu parler de l'événement en passant devant l'hôtel plus tôt, et quelque chose en elle l'avait poussée à tenter d'entrer. Victoria Sterling, l'organisatrice de l'événement et héritière d'une grande fortune familiale, s'avança d'un pas mesuré. À 45 ans, elle incarnait l'élite sociale de la ville, éduquée, raffinée et convaincue de sa supériorité morale. « Ma chère », dit-elle avec un sourire condescendant. « Cet endroit n'est pas pour toi. Il y a un McDonald's à 2 rues d'ici. »« Je voulais seulement jouer », répéta Amelia, sa voix gagnant une fermeté inattendue. « Juste une chanson en échange d'une assiette de nourriture. » Des rires se répandirent dans l'assemblée. « Elle croit savoir jouer du piano », ricana un homme en costume bleu marine. « Elle ne connaît probablement même pas la touche du do. » C'est attendrissant comme ces enfants ont de l'imagination, ajouta une autre femme en secouant la tête avec une pitié feinte. Ils regardent un film et s'imaginent tout capables. Mais Amelia ne baissa pas les yeux. Dans sa posture, il y avait une dignité tranquille, une confiance silencieuse qui semblait déplacée chez une enfant dans sa situation, comme si elle savait quelque chose que tous les autres ignoraient. Le docteur Robert Shinn, pianiste renommé et juge de concours nationaux, observait la scène depuis le fond de la salle. Il avait remarqué la façon dont les yeux de la fillette se fixaient sur le piano avec une révérence qu'il voyait rarement, même chez ses étudiants les plus avancés. Il y avait là une reconnaissance, une familiarité. « Victoria, » dit le docteur Shinn en s'approchant, « peut-être devrions-nous la laisser jouer. Après tout, nous sommes ici pour aider les jeunes talents, non ?» Victoria éclata d'un rire cristallin et cruel. « Robert, voyons. Regarde-la. Des enfants comme elle n'ont pas accès à l'éducation musicale. C'est impossible. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'Amelia avait grandi ses 8 premières années dans un foyer où la musique était aussi essentielle que l'air. Sa grand-mère, pianiste classique qui n'avait jamais obtenu la reconnaissance qu'elle méritait à cause de la couleur de sa peau, avait été sa première et unique professeure. Quand sa grand-mère mourut et qu'Amelia entra dans le système de placement, elle emporta avec elle non seulement la douleur de la perte, mais aussi un talent qu'elle-même ne comprenait pas encore totalement. Tandis que tous la regardaient avec mépris, Amelia resta droite, comme quelqu'un qui avait traversé des tempêtes bien plus violentes et appris à trouver de la force dans sa propre vulnérabilité. Ses doigts bougeaient inconsciemment, comme s'ils jouaient une mélodie invisible, une habitude qu'elle avait développée pour s'apaiser dans les moments les plus difficiles. Victoria Sterling croisa les bras et rit théâtralement, comme si elle venait d'entendre la plaisanterie la plus absurde du monde. « Très bien, ma chère, » dit-elle, la voix dégoulinante de condescendance. « Puisque tu insistes tant, faisons un petit marché. Tu peux jouer, mais à certaines conditions. » La foule se rapprocha, flairant le spectacle cruel qui s'annonçait. Victoria adorait être au centre de l'attention, surtout quand elle pouvait démontrer sa supériorité morale devant les autres membres de la haute société. « Première condition, » annonça Victoria en levant un doigt parfaitement manucuré. « Tu ne joueras qu'une seule pièce, et c'est nous qui la choisirons. Deuxième condition, si tu réussis à jouer correctement, je paierai personnellement un dîner complet. Mais, » elle marqua une pause dramatique. « Quand tu échoueras lamentablement, comme nous le savons tous, tu partiras immédiatement d'ici et tu ne viendras plus jamais importuner des gens respectables. » Quelle cruauté, murmura une vieille dame au fond du groupe. Mais sa voix fut étouffée par les rires approbateurs des autres invités.
Amelia resta immobile, les yeux fixés sur le piano. Quelque chose se passait dans son esprit, des souvenirs se mêlaient au présent. Elle pouvait presque entendre la douce voix de sa grand-mère Betty. « Quand les gens essaient de t'amoindrir, laisse la musique parler pour toi, ma chérie. La musique ne ment pas, et elle ne connaît pas de préjugés. »« J'accepte, » dit simplement Amelia, d'une voix claire et ferme. Le docteur Chin observait, fasciné. Il y avait dans sa posture, dans la façon dont elle regardait l'instrument, quelque chose qui l'intriguait profondément. En 30 ans à évaluer des pianistes, il avait développé un instinct pour reconnaître le véritable talent. Et quelque chose chez cet enfant éveillait son intuition de spécialiste. « Parfait », applaudit Victoria. « Maintenant, la musique. » Elle balaya la salle du regard, cherchant l'option la plus difficile et humiliante possible. Son regard se posa sur James Morrison, un pianiste médiocre qui jouait dans les bars locaux. « James, mon cher, quelle pièce conviendrait à notre jeune artiste ?» James eut un sourire malicieux. « Et si nous choisissions la lettre à Élise de Beethoven ? Tout le monde qui s'est déjà assis une fois devant un piano a essayé de la jouer. Si elle sait vraiment quelque chose, elle devrait pouvoir le faire. » Le choix déclencha des rires dans la salle. La lettre à Élise était considérée comme une pièce de débutant aux yeux des profanes, mais l'exécuter parfaitement exigeait une technique raffinée et des années de pratique. C'était le piège parfait. Si Amelia ne connaissait que les bases, elle essaierait et échouerait lamentablement. Si elle ne savait rien, elle ne pourrait même pas commencer. Excellent choix, applaudit Victoria. Une pièce que tout enfant ayant pris un seul cours de piano connaît. Il n'y aura donc aucune excuse à l'échec. Amelia hocha la tête et s'avança vers le piano. Chaque pas semblait chargé d'une détermination silencieuse qui mit mal à l'aise certaines personnes au fond de la salle. Il y avait quelque chose d'anormal dans cette scène. Une enfant de 12 ans ne devrait pas porter une telle dignité face à une telle humiliation. Quand elle s'assit sur le banc du piano, l'ajustant à la hauteur parfaite par des gestes précis et familiers, le docteur Chin sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'étaient pas les gestes d'une débutante. « Regardez-moi ça », ricana Victoria aux invités les plus proches d'elle. Elle ne sait même pas s'asseoir correctement sur le banc. Elle n'a probablement jamais vu un vrai piano de sa vie. Mais le docteur Chin avait remarqué exactement l'inverse. L'ajustement du banc, la posture droite, la façon dont les mains d'Amelia planaient au-dessus des touches dans une position classique parfaite. Autant de détails qui demandaient des années de maîtrise. Les souvenirs envahirent l'esprit d'Amelia comme une vague. Sa grand-mère, Betty Washington, avait été l'une des premières pianistes noires à tenter d'entrer au conservatoire de la ville dans les années 1960. Son talent était indéniable, mais les portes restaient closes à cause des préjugés de l'époque. Betty avait canalisé sa passion en enseignant aux enfants du quartier dans sa petite maison, transformant son vieux piano droit en portail vers l'univers de la musique classique. La musique est une langue universelle, Amelia, disait souvent Betty en guidant les petits doigts de sa petite fille sur les touches. Quand tu joues avec ton cœur, les gens écoutent avec leur âme, pas avec leurs yeux. Amelia avait passé d'innombrables heures à ce piano, absorbant non seulement la technique, mais aussi la compréhension profonde de la musique qu'un véritable maître seul peut transmettre. Quand Betty mourut et qu'Amelia fut séparée de tout ce qu'elle connaissait, la musique resta sa seule compagne constante, jouée sur des pianos imaginaires pendant les nuits solitaires dans les foyers. « Nous attendons », dit Victoria en tapotant ses doigts avec impatience. « Ou bien as-tu abandonné avant même d'essayer ?» Amelia inspira profondément et posa ses mains sur les touches. Le contact fut comme de l'électricité. Après des mois sans jouer sur un véritable instrument, sentir les touches sous ses doigts revenait à retrouver une partie perdue de son âme. La première note résonna dans la salle avec une pureté cristalline qui fit lever la tête à plusieurs personnes, surprises. Ce n'était pas le son hésitant et amateur qu'ils attendaient. C'était une note jouée avec la confiance de quelqu'un qui connaît intimement chaque nuance de l'instrument. Le docteur Chin s'approcha discrètement, sa curiosité professionnelle pleinement éveillée. Cette première note avait été jouée avec une technique impeccable, une attaque précise, un soutien parfait, une maîtrise du timbre. Autant de détails qui ne s'acquièrent qu'avec des années de formation sérieuse. Un hasard, murmura Victoria, mais sa voix avait déjà perdu une partie de son assurance.
Amelia entama la mélodie principale de la lettre à Élise, et chaque note qui s'écoulait de ses mains ressemblait à un petit miracle. Il n'y avait ni hésitation ni faute technique. La musique surgissait naturellement, comme si elle et le piano ne formaient qu'un seul organisme. Mais il y avait autre chose encore, une maturité émotionnelle dans l'interprétation qui laissa le docteur Chin complètement stupéfait. La façon dont elle articulait les phrases mélodiques, dont elle contrôlait les dynamiques, dont elle laissait les silences parler autant que la musique elle-même. C'était l'œuvre d'une artiste accomplie, non d'une enfant sans formation. La salle était tombée dans un silence complet. Les verres de champagne restaient immobiles dans les mains des invités. Les conversations s'étaient éteintes. Même les serveurs avaient cessé de bouger. Tous étaient captivés par cette frêle silhouette au piano, créant une musique d'une beauté inattendue et bouleversante. Victoria sentit une gêne croissante lui tordre l'estomac. Les choses ne se passaient pas comme prévu. L'humiliation publique qu'elle avait orchestrée se transformait en toute autre chose, quelque chose qui lui échappait totalement. Amelia jouait, perdue dans la musique qui coulait à travers elle comme une force de la nature. Une seule question résonnait dans l'esprit de tous, qui était vraiment cette fillette? Et quel secret sa musique était-elle sur le point de révéler? Alors qu'Amelia abordait les passages les plus complexes de la lettre à Élise, le cœur du docteur Chin s'emballa. 40 années d'évaluation de talents musicaux avaient aiguisé son instinct, et ce qu'il voyait défiait toute logique. La technique de l'enfant n'était pas seulement compétente, elle était extraordinaire. Le passage en arpège descendant, qui bloquait même les élèves avancés, jaillissait de ses doigts comme de l'eau cristalline. Chaque note avait du poids et du sens. Chaque pause respirait d'une musicalité mature. Le docteur Chin observait, fasciné, la précision avec laquelle elle contrôlait la pédale de sustain, digne d'une pianiste de concert professionnelle. « C'est impossible », murmura-t-il pour lui-même en s'approchant encore davantage du piano. Victoria, percevant le changement d'atmosphère, sentit les premières alarmes retentir dans son esprit. Les conversations avaient cessé complètement. Même les serveurs avaient arrêté de servir, fascinés par la musique qui transformait le hall en salle de concert improvisée. Elle a dû mémoriser ce morceau sur une vidéo YouTube, lança Victoria assez fort pour être entendue, essayant désespérément de reprendre le contrôle du récit. Les enfants d'aujourd'hui copient n'importe quoi d'Internet. Mais son explication paraissait de plus en plus faible. Ce qu'Amelia faisait transcendait l'imitation. C'était une véritable interprétation, chargée d'une compréhension émotionnelle qui ne s'acquiert qu'avec des années d'études sérieuses et, plus encore, avec l'expérience. Dans sa carrière, le docteur Chin avait vu d'innombrables prodiges, des enfants de 5 ans jouant du Mozart, des adolescents maîtrisant Rachmaninoff. Mais il avait rarement vu une telle combinaison de techniques impeccables et de maturité musicale chez quelqu'un d'aussi jeune, et dans des circonstances aussi improbables. Amelia atteignit le climax de la pièce, quand la mélodie principale revient avec une force renouvelée après les passages virtuoses. Ses mains dansaient sur les touches avec une familiarité révélant des centaines, peut-être des milliers d'heures de pratique acharnée. Un tel degré d'intimité avec l'instrument était impossible à feindre. Les souvenirs circulaient à travers la musique comme une rivière souterraine. Amelia pouvait entendre la voix de sa grand-mère Betty résonner au fil des années. La musique ne consiste pas à jouer les bonnes notes, ma chérie. Elle consiste à raconter une histoire que toi seul peux raconter. Betty Washington avait été plus qu'une professeure. Elle était une visionnaire qui voyait l'avenir à travers les petits doigts de sa petite fille. Née en 1940, elle avait grandi à une époque où les pianistes noirs étaient systématiquement exclus des conservatoires prestigieux et des grandes salles de concert. Sa réponse avait été de transformer sa propre maison en temple musical où les enfants du quartier découvraient que la musique classique leur appartenait aussi. Le monde essaiera de te dire que certaines choses ne sont pas pour des gens comme nous, disait Betty en ajustant la posture d'Amelia sur le bord du piano. Mais la musique ne connaît ni couleur, ni pauvreté, ni limite. Elle ne connaît que la vérité. Pendant 8 années bénies, Amelia avait absorbé non seulement la technique, mais aussi une philosophie musicale. Betty lui avait enseigné que chaque compositeur avait un langage unique. Chopin parlait de nostalgie, Beethoven de lutte et de triomphe, Mozart de cristal et de joie. Plus important encore,
elle avait appris que sa propre voix musicale avait une valeur égale. Quand Betty mourut subitement d'une crise cardiaque, Amelia ne perdit pas seulement sa grand-mère, elle perdit tout son monde. Le système de placement familial l'avait séparée de la musique, du piano, de tout ce qui donnait un sens à son existence. Pendant 4 ans, elle n'avait porté ses mélodies que dans son esprit, jouant sur des claviers imaginaires dans les dortoirs glacés des foyers. Mais maintenant, dans ce moment surréaliste à l'hôtel Continental, tout revenait. Chaque leçon, chaque douce correction, chaque mot d'encouragement de Betty coulait à travers ses mains comme si aucun temps ne s'était écoulé. Le docteur Shine observait avec émerveillement tandis qu'Amelia jouait la coda finale du morceau. La manière dont elle contrôlait les dynamiques, commençant pianissimo et s'élevant vers un majestueux fort avant de revenir au murmure délicat du début, révélait une compréhension musicale qui demandait des décennies à se développer. « Dites-moi que vous voyez cela aussi », murmura-t-il à son collègue à côté de lui, un professeur de piano de l'université locale. « Cet enfant n'est pas seulement doué, c'est un phénomène. » Victoria Sterling sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa stratégie soigneusement orchestrée pour humilier un enfant vulnérable se transformait en l'exact opposé de ce qu'elle avait prévu. Au lieu de confirmer ses préjugés, Amelia obligeait chacun à remettre en question ses hypothèses les plus fondamentales sur la classe, la race et le mérite. « Cela doit être un truc », murmura Victoria à ses amis les plus proches. « Personne n'apprend le piano comme ça du jour au lendemain. Elle a forcément eu des cours particuliers coûteux quelque part. » Mais même en parlant, Victoria savait que ses mots sonnaient de plus en plus désespérés. L'enfant devant elle démontrait un niveau d'excellence que l'argent seul ne pouvait pas acheter. Elle jouait avec son âme, avec une histoire vécue, avec une profondeur que le privilège ne pouvait jamais atteindre. Amelia joua les accords finaux de Furelise avec une délicatesse qui fit retenir leur souffle à plusieurs personnes dans le public. Quand le dernier écho s'éteignit dans le silence absolu de la salle, elle laissa ses mains suspendues au-dessus des touches un instant, comme si elle hésitait à rompre la connexion magique entre elle et l'instrument. Puis lentement, elle se tourna sur le banc pour faire face à la foule silencieuse. Il ne restait aucune trace de l'enfant timide qui avait supplié pour de la nourriture. À sa place siégeait une jeune artiste qui venait de revendiquer sa place dans le monde à travers le langage universel de la musique. Le docteur Shine fut la première à rompre le silence, ses mains se rejoignant dans un applaudissement respectueux qui résonna dans la salle comme un tonnerre lointain. Peu à peu, d'autres se joignirent à elle jusqu'à ce que l'hôtel Continental vibre d'une acclamation sincère. Victoria regarda autour d'elle avec une panique croissante. Sa tentative d'humiliation publique s'était transformée en célébration du talent qu'elle avait tenté de nier. Pire encore, elle voyait dans les yeux des autres invités une question qui la hantait. Si tous s'étaient autant trompés sur cet enfant, sur quoi d'autres s'étaient-ils trompés? Amelia resta assise calmement, laissant l'applaudissement la recouvrir comme une pluie après une longue sécheresse. Mais derrière ses yeux, quelque chose se formait. Pas de l'arrogance, mais une compréhension grandissante de son propre pouvoir. Elle avait prouvé son point, mais ce n'était que le début. Le docteur Shine s'approcha du piano, son expression un mélange d'admiration et de curiosité professionnelle. « Enfant, dit-il doucement, puis-je vous demander où vous avez étudié? Votre professeur doit être extraordinaire. » Amelia le regarda droit dans les yeux et, un instant, elle laissa toute la douleur des 4 dernières années apparaître dans son regard. « C'est ma grand-mère qui m'a appris, » répondit-elle simplement. Elle disait que la musique était la seule chose que personne ne pourrait jamais m'enlever. La réponse frappa le docteur Shine comme la foudre. Une grand-mère, pas un conservatoire coûteux. L'amour familial, pas un privilège acheté. Un talent cultivé à la maison, non dans des institutions élitistes. Tout ce qu'il croyait sur la façon dont l'excellence musicale se formait était remis en cause par une fillette de 12 ans qui venait de redéfinir ses attentes en matière de grandeur. Tandis que la salle résonnait encore d'une admiration réticente, Amelia savait qu'elle avait franchi une ligne. Elle ne pouvait plus prétendre être seulement une enfant perdue mendiant de la nourriture. Sa musique en avait trop révélé, trop promis. À présent,
Avec tous les regards tournés vers elle et l'attente suspendue dans l'air comme un parfum lourd, elle devait décider jusqu'où elle était prête à pousser cette révélation et si elle était prête à montrer à ses privilégiés ce qu'une enfant méprisée pouvait réellement accomplir quand la musique parlait à travers son âme avec la force de générations de rêves niais. Le docteur Chin s'approcha du piano à pas mesurés, comme s'il s'avançait vers quelque chose de sacré. « Jeune fille, dit-il, sa voix légèrement tremblante. J'ai besoin de vous poser une question très importante. Quel est votre nom complet? Amelia Washington, répondit-elle, gardant le même calme qu'elle avait affiché tout au long de la soirée. Le nom frappa le docteur Chin comme un éclair. Ses yeux s'écarquillèrent et il fit un pas en arrière. Washington. Betty Washington. Êtes-vous la petite fille de Betty Washington? Amelia acquiesça en silence et le docteur Chin porta ses mains à son visage. Mon Dieu, murmura-t-il. Betty Washington était l'une des plus grandes pianistes que ce pays ait jamais connues. Elle aurait dû jouer dans les meilleurs conservatoires du monde, sa voix se brisa, chargée d'une douleur ancienne. Victoria observait l'échange avec un malaise croissant. Robert, de quoi parlez-vous? Qui est Betty Washington? Le docteur Chin se tourna vers elle avec une expression mêlant incrédulité et dégoût. Victoria, Betty Washington était une légende dans la communauté musicale. Une virtuose systématiquement exclue des conservatoires et des salles de concert à cause de sa couleur de peau. Elle est devenue l'une des professeurs privées les plus respectées du pays, formant des dizaines de musiciens professionnels. La foule murmura, certains reconnaissant le nom grâce à leurs propres expériences musicales. Betty Washington était évoquée dans les cercles musicaux comme une enseignante capable de transformer tout élève dévoué en artiste exceptionnel. Mais c'était il y a des décennies, répliqua Victoria, sa voix de plus en plus défensive. Et même si cette histoire est vraie, cela ne change pas le fait qu'elle est une sans-abri quémandant de l'argent lors d'un événement privé. Ce fut alors qu'Amelia se leva du bord du piano. Pour la première fois de la soirée, elle laissa apparaître toute sa véritable personnalité. La posture soumise disparut, remplacée par une dignité inébranlable qui fit reculer inconsciemment plusieurs personnes dans la salle. Mademoiselle Sterling, dit Amelia, sa voix claire et ferme. Vous avez raison sur un point. Je ne devrais pas être ici ce soir. Elle fit une pause, laissant le silence s'installer. Je devrais être au Carnegie Hall, à New York, où j'ai un récital prévu la semaine prochaine. Un silence de mort tomba sur la salle. Victoria sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mon nom est Amelia Washington, poursuivit-elle. Et je suis la plus jeune pianiste classique jamais acceptée dans le programme des jeunes artistes de la Juilliard School. Je suis aussi l'actuelle championne nationale de piano classique pour les moins de 15 ans. Elle s'arrêta encore, laissant l'information pénétrer les esprits. La raison pour laquelle je suis ici ce soir n'est pas que j'ai besoin de nourriture ou d'argent. Le docteur Chin observait, fasciné, les pièces du puzzle s'assembler dans son esprit. Le documentaire, murmura-t-il. Tu réalises le documentaire. Amelia hocha la tête. Exactement. Je collabore avec PBS sur un documentaire à propos des préjugés et de l'accès aux arts. Mon producteur m'a suggéré d'assister à des événements caritatifs pour l'éducation artistique déguisée en jeunes personnes sans ressources, afin de documenter comment les privilégiés traitent réellement ceux qu'ils considèrent comme inférieurs. La révélation tomba dans la salle comme une bombe. Victoria sentit tout le sang quitter son visage. Vous nous filmez? Caméra cachée, confirma calmement Amelia. Audio et vidéo haute définition. Tout ce qui s'est passé ce soir a été enregistré pour une diffusion nationale. Victoria regarda autour d'elle avec désespoir, cherchant les caméras, le moindre signe d'une mauvaise blague. C'est illégal. Vous ne pouvez pas nous filmer sans consentement. En réalité, intervint le docteur Chen, la voix chargée d'une sombre satisfaction, vous avez signé des autorisations d'image en entrant. C'est écrit très clairement sur le billet que l'événement pouvait être filmé à des fins documentaires. Il esquissa un sourire ironique. Je suis sûr que personne n'a lu les petites lignes. La foule commença à s'agiter. Les gens murmuraient frénétiquement, certains sortaient déjà leur téléphone pour vérifier leurs billets. La panique était palpable. La première partie du documentaire, poursuivit Amelia,
ignorant le chaos grandissant, se concentrera sur la façon dont le talent et le potentiel sont ignorés lorsqu'ils se présentent sous des apparences qui défient les attentes privilégiées. La deuxième partie montrera comment des personnes qui prétendent défendre les arts réagissent lorsqu'elles sont confrontées à un art véritable venant de sources inattendues. J'ai simplement documenté vos véritables personnalités lorsque vous pensiez qu'il n'y aurait aucune conséquence. Le docteur Chan s'approcha d'Amelia avec un profond respect. Puis-je vous demander ce que vous comptez faire de cet enregistrement? Le documentaire sera diffusé à l'échelle nationale le mois prochain, expliqua Amelia. Mais j'ai également créé une chaîne YouTube où je publie des versions plus courtes de ces expériences sociales. Ma dernière vidéo, tournée lors d'un événement similaire à Boston, compte actuellement 2,5 millions de vues, surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui prétendent être vertueuses tout en pratiquant les préjugés mêmes qu'elles disent combattre. La foule observait avec horreur tandis que Victoria faisait face à la réalité de sa situation. En quelques jours, sa cruauté serait vue par des millions de personnes. Son nom serait à jamais associé au type de préjugés et d'élitisme qu'elle avait si clairement démontré. Madame Sterling, dit Amelia en s'adressant directement à l'organisatrice de l'événement, vous avez passé toute la soirée à me dire que des gens comme moi n'ont pas leur place dans des lieux comme celui-ci. Que nous n'avons ni valeur, ni talent, ni droit de participer à la haute culture. Sa voix prit une force qui fit taire toute la salle. Demain, le monde entier verra exactement quel genre de personne vous êtes réellement. Victoria tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. L'ampleur de son humiliation publique imminente était tout simplement trop grande à assimiler. Le docteur Chan regarda autour de lui, voyant la panique sur les visages des autres invités. Combien d'autres événements avez-vous filmés? C'est le 12e, répondit Amelia. Et c'est toujours la même chose. Des gens qui prétendent valoriser l'art et l'éducation, mais qui jugent et rejettent immédiatement le talent uniquement sur l'apparence. Elle se tourna une dernière fois vers Victoria. La différence entre vous et moi, Madame Sterling, c'est que lorsque j'ai réellement été sans abri pendant quelques mois après la mort de ma grand-mère, j'ai appris que la dignité ne vient ni de l'argent ni du statut. Elle vient de la manière dont nous traitons les autres êtres humains quand nous pensons que personne ne regarde. Le silence dans la salle était assourdissant. Chaque personne présente savait que ses paroles et ses actes de ce soir-là seraient jugés par des millions d'inconnus, et la plupart savaient qu'il n'y avait aucune défense possible pour ce qu'ils avaient démontré. Alors qu'Amelia récupérait discrètement un petit appareil d'enregistrement caché dans son sac, une question flottait dans l'air lourd de l'hôtel Continental. Combien d'autres personnes privilégiées et pleines de préjugés avaient découvert trop tard que la jeune fille qu'elles avaient méprisée avait le pouvoir de révéler leur vraie nature au monde entier? 6 mois plus tard, Victoria Sterling regardait par la fenêtre de son petit appartement tandis qu'une limousine s'arrêtait devant Carnegie Hall. Amelia Washington, désormais vêtue d'une élégante robe de concert, saluait ses admirateurs avant d'entrer dans la salle où elle allait faire ses débuts en tant que plus jeune soliste de la saison. Le documentaire Visage de la discrimination était devenu viral, accumulant plus de 15 millions de vues rien que sur YouTube. Victoria était devenue le symbole national de l'hypocrisie élitiste, perdant non seulement sa place dans toutes les organisations caritatives, mais aussi le respect d'une haute société qu'elle valorisait tant. Pendant des semaines, les journaux locaux titraient « L'ancienne organisatrice d'événements caritatifs démasquée comme préjugée dans un documentaire viral ». Son entreprise d'événements de luxe perdit tous ses clients importants et elle travaillait désormais comme assistante dans un petit cabinet d'avocats, essayant de reconstruire une réputation qui ne se relèverait sans doute jamais complètement. Pendant ce temps, le docteur Chan était devenu le mentor officiel d'Amelia, l'aidant à naviguer dans le monde de la musique classique professionnelle. L'hôtel Continental, embarrassé par cette exposition publique, créa un programme de bourse pour jeunes musiciens défavorisés, en nommant Amelia son ambassadrice officielle. La musique ne connaît ni couleur, ni classe sociale, ni codes postaux, déclara Amelia dans sa première interview nationale après l'incident. Elle ne connaît que la vérité et la passion, et quand on possède les deux, aucune barrière ne peut vous arrêter. L'impact du documentaire dépassa le simple divertissement. Des écoles de musique à travers le pays lancèrent des programmes communautaires. Des conservatoires révisèrent leur processus d'admission. Et des centaines de jeunes talents issus de communautés défavorisées reçurent des opportunités qui leur avaient jusque-là été refusées.
Victoria, regardant Amelia triompher là où elle avait tenté de l'humilier, comprit enfin la leçon la plus douloureuse de sa vie. La dignité et le talent ne s'achètent pas avec de l'argent, ne s'héritent pas avec un nom de famille, et ne se mesurent certainement pas à la couleur de la peau ni à l'adresse d'où l'on vient. La meilleure revanche d'Amelia n'avait pas été de détruire Victoria. C'était de prouver que la véritable grandeur transcende les préjugés et que parfois, ceux dont on attend le moins portent en eux les dons les plus extraordinaires. Si cette histoire de dépassement des obstacles a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits inspirants qui montrent comment la véritable excellence trouve toujours son chemin, quels que soient les obstacles qui tentent de la bloquer.